Bonjour, je suis Aruna Bagosh, PDG d'un institut indépendant de recherche sur les politiques, le Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. Thelma Krug vous a parlé des raisons pour lesquelles nous réfléchissons aux problèmes liés aux technologies de modification du climat, aux émissions et aux rejets auxquels le monde est confronté, et aux raisons pour lesquelles nous songeons à des alternatives qui répondent à cela à l'échelle planétaire. Je vais vous apporter des précisions sur le type de technologie envisagée et surtout sur les défis spécifiques soulevés par la recherche en la matière, ainsi que sur les questions de gouvernance qui en découlent. Le Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau est un institut de recherche indépendant. Nous sommes basés à New Delhi, en Inde, mais nous travaillons dans des pays émergents du monde entier. Nous travaillons depuis près de 10 ans sur la gouvernance des technologies de modification du climat. Alors, quelles sont ces technologies? D'une façon générale, il faut envisager cela en deux grands axes. L'un des axes est l'élimination du dioxyde de carbone. Il s'agit essentiellement de réduire ou d'éliminer le CO2 qui se trouve déjà dans l'atmosphère de façon à pouvoir réduire le réchauffement climatique. Car une fois que les molécules sont dans l'atmosphère, elles y restent très longtemps. Et donc, si nous arrêtions les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, nous devrions encore gérer tout le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. C'est pourquoi l'élimination du dioxyde de carbone est devenue l'une des technologies ou approches de modification du climat. Dans ce cadre, il y a beaucoup d'options. Certaines ont trait à la fertilisation des océans, où l'on augmente la population du phytoplancton qui absorbe alors le CO2 qui est dans l'atmosphère, lequel va finir dans le plancher océanique. Une autre approche consiste à augmenter la météorisation des roches afin d'augmenter l'alcalinité des océans. Ou on peut planter des arbres, reboiser, pour absorber plus de carbone de l'atmosphère. Il y a d'autres approches qui utilisent la chimie, des procédés chimiques, pour capturer directement du CO2 dans l'air et le stocker. Ou on peut brûler de la biomasse et capturer ensuite le CO2. Plusieurs approches sont envisagées ou font l'objet de recherches. Et puis, il y a une autre catégorie, la modification du rayonnement solaire. Là, il ne s'agit pas d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, mais d'empêcher la chaleur d'atteindre la surface de la Terre. Pouvons-nous refléter la lumière solaire et la renvoyer dans l'espace, de sorte à ce que moins de lumière solaire n'atteigne la surface de la Terre et ne soit prise dans les gaz à effet de serre qui réchauffent les températures en surface? À cet égard, un grand nombre de technologies et d'approches sont envisagées. L'une est l'éclaircissement des nuages marins, qui consiste à rendre les nuages plus clairs de façon à ce qu'ils assurent une meilleure réflexion. On peut également injecter des aérosols dans la stratosphère. Ces minuscules particules créent alors une sorte d'enveloppe autour de la stratosphère où elles vont être capables de refléter davantage de lumière avant que celle-ci ne pénètre dans l'atmosphère et ne touche la surface de la Terre. Disons-le clairement, aucune de ces technologies n'ont fait leurs preuves pour pouvoir être déployées. C'est pourquoi surgissent tant de défis liés à la manière d'envisager la recherche liée à ces approches et aux questions de gouvernance qui en découlent. Dans le reste de cette présentation, je vais donc vous exposer quelques défis très clairs qui me viennent à l'esprit. Défi numéro 1. Comment envisageons-nous ces options tout en tenant compte des précautions à prendre? Ce graphique vous montre deux indicateurs à l'aune desquels ces différentes options sont prises en compte. Le caractère abordable, savoir si elles sont plutôt économiques à mettre en œuvre, et leur efficacité pour soit éliminer le carbone dans l'atmosphère, soit pour refléter la lumière du soleil, c'est-à-dire pour réduire en termes techniques l'ensoleillement qui frappe la surface de la Terre. Comme vous pouvez le voir, ces différentes technologies occupent du terrain à différents endroits.
Certaines peuvent être très économiques, mais ne sont pas très efficaces pour capturer du CO2 dans l'atmosphère. Certaines peuvent être très efficaces pour capturer directement du CO2 dans l'air, mais elles coûtent très cher. Ici, vous pouvez voir que l'injection d'aérosols dans la stratosphère peut, selon certaines estimations, obtenir des résultats honorables qui combinent une certaine efficacité et des coûts raisonnables. Quand nous examinons ces options, nous devrions réfléchir au fait de donner la préférence à des solutions chimiques ou technologiques ou d'opter plutôt pour des solutions naturelles. Plantons-nous des arbres ou utilisons-nous la météorisation et le captage direct? Injectons-nous des particules dans l'atmosphère? Ou songeons-nous à éclaircir les surfaces de la Terre? Ce sont des préoccupations majeures que non seulement les scientifiques, mais aussi la société dans son ensemble doivent prendre en compte. Le deuxième défi, même si nous avons des axes de recherche assez longs en la matière, concerne les risques. Ces risques se décomposent en deux catégories: les risques matériels et les risques éthiques. Les risques matériels s'articulent autour des risques mesurables ou que l'on espère parvenir à mesurer. On ne sait pas bien actuellement comment tout cela va agir ou interagir avec la stratosphère. On ne sait pas si la réflexion et le renvoi de lumière solaire dans l'espace pourraient avoir des effets sur la biodiversité, ni quels seraient les effets sur l'agriculture et les écosystèmes si l'on consacrait beaucoup de terrain à des cultures que l'on brûlerait pour capturer du CO2, au lieu de cultiver pour nourrir les populations. On ne sait pas bien quelles auraient comme conséquences sur les précipitations dans différentes régions la gestion de la lumière solaire. On ne sait pas si cela pourrait amincir davantage la couche d'ozone et provoquer des pluies plus acides. La modification du rayonnement solaire pose également un défi particulier: l'effet d'un arrêt brusque. Que se passerait-il si nous commencions une expérience à l'échelle planétaire et abaissions les températures, puis que nous arrêtions au bout de 50 ou 70 ans? Y aurait-il un rebond très rapide des températures? Et que se passerait-il si certains pays faisaient ça de leur côté, ou même de petits groupes de scientifiques? Quel type de préoccupations politiques cela poserait-il? Je vis dans un pays en développement, et beaucoup de pays en développement s'interrogent sur les effets aux échelles locales. L'injection d'aérosols stratosphériques au-dessus de l'Arctique aurait-elle un effet sur les moussons tropicales? Ce sont des questions essentielles. De la même façon, il existe des questions éthiques, dont certaines sont clairement opposées aux interférences avec la nature à l'échelle planétaire et qui veulent stopper l'orgueil démesuré des hommes. Existe aussi le risque que ces technologies soient commercialement contrôlées et ne profitent qu'à quelques-uns. Le plus grand défi est le suivant: cela réduirait-il la motivation à diminuer les émissions si quelqu'un savait que nous avons un plan B pour régler la température de la Terre et qu'on arrête alors de répondre aux besoins urgents et de réduire les émissions? Que se passerait-il si quelqu'un décidait de faire ça? Y a-t-il une question éthique si certains profitent des efforts des autres? Mais le plus grand défi éthique est, à mon sens, l'attention qui sous-tend la recherche. Qu'un groupe scientifique travaille dessus pour sauver la planète est une chose. Mais qu'en serait-il si ce sont des pays tout entiers ou des groupes de collaborateurs? Nous devons comprendre, comme l'a dit Alivon Martin, que l'on ne peut pas imaginer des changements sans songer aux moyens pour le faire, et que l'on ne peut pas imaginer ces moyens sans songer aux motivations. Et que se passerait-il s'il y avait des impacts transfrontaliers? Songeons-nous aux générations futures et aux conséquences de nos expériences qu'elles pourraient affronter? Au-delà de ces défis éthiques et matériels, il y a un troisième défi. Comment définissons-nous les seuils de recherche et de déploiement en termes de technologies de modification du climat?
L'un des seuils est que l'on peut faire ces recherches avec des modélisations en laboratoire. On peut utiliser nos ordinateurs. Les ordinateurs les plus puissants du monde seraient en réseau pour observer les interactions des particules dans la stratosphère et leur impact sur les températures. Mais hormis le fait que nous devons faire des expériences sur le terrain, mener de petits essais d'injection de la stratosphère ou d'éclaircissement des nuages fera dire à certains que cela n'est pas suffisant pour recueillir les informations nécessaires sur l'efficacité de ces technologies et sur leurs éventuels effets indésirables. Et nous devons donc réfléchir au type de gouvernance nécessaire pour les essais à grande échelle. Faut-il régir uniquement les mécanismes des prestations? Voici le schéma d'une expérience conçue à Harvard, qui s'appelle SCOPEX, où un ballon serait dirigé dans la stratosphère, puis créerait un sillage grâce au mouvement de va-et-vient et en oblique de la nacelle dans laquelle des particules seraient injectées. Mais faut-il régir cette géo-ingénierie ou simplement la pulvérisation de particules? Et la grande question est, les essais à grande échelle sont-ils différents du déploiement? Et donc, comment peut-on garantir que toutes les précautions sont prises à tous les niveaux de la recherche? Cela me conduit à mes 3 derniers défis. Qui doit déployer cela? Pour ce faire, on doit s'interroger sur les raisons. Est-ce notre dernier recours face à l'urgence planétaire ou est-ce la première option que certains pays ou provinces à forte consommation de combustibles fossiles décident d'entreprendre? Est-ce juste pour gagner du temps et résoudre nos stratégies d'atténuation? Ou est-ce une réponse à des urgences telles qu'une forte sécheresse, un stress hydrique ou des pertes de production agricole? Pour ce qui est des motivations, il est clair que si certaines de ces technologies s'avéraient relativement plus économiques que, par exemple, la conversion des anciens systèmes en renouvelables, il pourrait y avoir des motivations. Ou certains pays pourraient indiquer qu'ils mettront en œuvre ces technologies de modification du climat si le reste du monde n'agit pas assez fermement pour réduire les émissions. Ou certains pourraient le faire pour obtenir un avantage technologique ou parce que personne d'autre ne les aide dans le cadre de l'urgence climatique. Mais la question du qui est importante, car ces technologies sont suffisamment différentes pour être mises en œuvre par des entreprises privées de recherche, de petits groupes de pays, une collaboration de quelques pays, ou par une simple forte économie qui agit seule, ou même par un petit État insulaire confronté à l'agence climatique qui offre son territoire et utilise sa souveraineté pour inviter les scientifiques à mener l'expérience. C'est pourquoi je me demande si la souveraineté nationale est suffisante. D'où le défi numéro 5. Actuellement, il y a une mince strate de gouvernance internationale sur les méthodes de modification du climat. Il y a quelques traités, comme la Convention sur la diversité biologique, qui a défini un moratoire pour que les activités de géo-ingénierie ne puissent pas se faire sans fondement scientifique. Il y a quelques systèmes nationaux qui appliquent des méthodes particulières, le protocole de Londres ou la Convention de Londres sur la fertilisation des océans et le protocole de Montréal sur les aérosols. Certains font référence à des substances scientifiques, d'autres sont limités à certaines régions, comme la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, limitée à l'Europe et à l'Amérique du Nord. La question est, quel type de gouvernance fonctionne si aucune des organisations n'agit? Comme communauté internationale, nous devons nous poser la question du choix de nos codes de conduite ad hoc qui vont nous donner la flexibilité et nous permettre d'inventer des cadres de gouvernance. Pour les régimes de gouvernance nationale, il y aura une souveraineté sur les programmes de recherche au sein des territoires, mais s'il n'y a pas de surveillance internationale, où faut-il adapter ces traités existants? Cela ne va-t-il pas surcharger les ordres du jour de ces systèmes? Devons-nous créer de nouveaux traités et de nouvelles organisations pour combler les lacunes de réglementation?
Soulignons que si nous envisageons des interventions technologiques à l'échelle planétaire, nous devons aussi prendre en compte les interactions humaines à l'échelle mondiale. Et le minimum que nous devons faire à cet effet est mon défi numéro 6, la transparence pour réduire les risques et instaurer la confiance. C'est un principe commun à la recherche internationale. On a besoin de transparence pour les idées et la méthodologie de la recherche, pour les essais en plein air, pour le financement, afin de fixer les motivations et les intentions, et aussi pour les issues de la recherche et l'évaluation des impacts. Pour obtenir un minimum de transparence, il faut songer à une alliance de communication des informations de la part des groupes de recherche et des pays, car certains pays ont fixé des protocoles dans les systèmes internationaux. Il faut fixer des évaluations par les pairs et des conseils au sein de la communauté scientifique, mais aussi de la communauté dans son ensemble. Il faut des plateformes de recherche nationales pour assurer la gouvernance à l'échelle nationale. Il faut des évaluations internationales faites par des acteurs non gouvernementaux, comme C2G, qui organise cette série de webinaires, ou mon institution, qui organise une série de séminaires et de conférences sur ce sujet. C'est une combinaison de surveillance de la base au sommet et d'exécution du sommet à la base. Cela me conduit au dernier point, le défi numéro 7. Je pense que nous devons réfléchir à la conception de programmes de recherche internationaux. Pour cerner les problèmes liés aux questions éthiques et matérielles, réduire les risques et augmenter la confiance. On peut le faire en réunissant les capacités de recherche de différents pays, en ayant des financements flexibles, en nature ou en espèces, en déterminant des axes clairs de responsabilité, en créant des protocoles clairs sur le partage de la propriété intellectuelle ou sur la mise à disposition de toutes ces données à toute personne en accord avec nos lignes, et en concevant des institutions de sorte à établir les règles et pouvoir régler les différends. Et cette diapositive vous montre qu'il y a déjà des exemples d'autres programmes de recherche internationaux dans l'agriculture, la fusion nucléaire, la physique des particules, dans le programme du génome humain, qui ont établi des étapes pour créer des programmes de recherche vraiment collaboratifs. Je vais terminer sur cette remarque. Les approches de modification du climat occupent dans mon esprit un monde exceptionnel de sciences du climat, mais aussi un monde géopolitique en désordre. À l'heure actuelle, nous n'avons pas créé de moyens de comparer légitimement les risques à ne pas agir face à l'urgence climatique avec les risques susceptibles de surgir du déploiement des méthodes controversées de modification du climat. Ce n'est pas qu'un débat technologique pour les scientifiques, c'est une grande question politique. C'est pourquoi nous devons nous impliquer dans ce débat, car nous n'avons pas de moyens aujourd'hui de gouverner ces incertitudes. Je vous remercie de votre attention.